Bonjour, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Je suis vraiment très contente d'être là et de partager avec vous des perspectives autour de relations entre le corps et la technologie. Je voudrais ancrer directement ma réflexion autour de la question du corps en scène. Et donc, je voudrais vraiment entrer dans une dimension qui concerne certaines opérations, certains processus de création que les artistes mettaient en place pour travailler dans une nouvelle forme de corps. Et pour faire cela, je voudrais partir d'une question qui m'intéresse beaucoup et qui est liée à la façon dont on perçoit les choses. Et car il y a des corps qui gravitent autour de nous et dont nous captons l'existence. Et puis il y a des autres corps qui sont moins perceptibles, dont nous ne nous occupons pas habituellement, mais qui agissent en modulant notre perception en profondeur. Cette attention élargie s'est produite à la périphérie des sens. Ces corps que nous captons sont jamais qu'ils viennent en contact direct avec nous, ces sonorités lointaines à la limite de l'audible, ou bien encore des éclats de lumière qui traversent l'air. Dans cette constatation, je trouve ainsi l'essence du titre « La perception est un prisme » qui s'organise autour de l'aptitude de nos sens à capter l'imperceptible, et plus celle de transformer cette dimension en geste perceptible. Donc c'est cette dimension qui m'a fait penser à la possibilité de considérer notre corps comme double. Moi je dis toujours que dans notre anatomie, il y a presque deux dimensions du corps. Une dimension que j'appelle virtuelle et une dimension que j'appelle actuelle, donc sa forme, sa dimension visible, sa dimension qui prend place sur scène. J'ai l'habitude de regarder le mot d'un point de vue étymologique, et donc la dimension dans laquelle je prends le mot virtuel vient de Deleuze, vient de Pierre Lévy, etc. Il y a une dimension qui concerne la racine étymologique indo-européenne qui est vir et qui concerne le zon, donc l'on, et la dimension latine qui concerne la puissance. Et donc il y a quelque chose qui est présente, qui existe, mais qui n'a pas encore une forme. Et donc c'est cette dimension-là que je trouve très importante pour réfléchir autour de la dimension du corps en scène. Je souligne un passage qui est aussi nécessaire pour travailler sur cet aspect, la connexion avec la dimension neurophysiologique. Je viens d'une série d'études qui concernent le travail d'Alain Berthoz sur le cerveau, sur la capacité du cerveau d'anticiper les mouvements. Et là, on trouve exactement cette dimension. La possibilité de projeter, avant de bouger, notre mouvement. Et donc, c'est cette dimension de la puissance qui devient fondamentale dans ma réflexion. Et je dis ça parce que il y a toujours une question qui pour moi est fondamentale et qui est liée à la technologie. La technologie n'est pas seulement une moyenne, mais une sorte d'environnement qui permet d'élargir la perception de notre corps et donc de changer notre imaginaire et donc de changer notre mouvement visible, la forme de notre corps. C'est là, j'aime bien la référence de Riemann à Spinoza et à Deleuze, parce que là, c'est vraiment la question fondamentale. Et pour moi, il y a aussi une autre relation essentielle qui est donnée par Leibniz, c'est pour la question de petites perceptions. Il y a des perceptions qui sont petites, qui ne sont pas perceptibles immédiatement, mais qui, si se met en relation entre eux, deviennent perceptibles. Mais la chose importante, que si on regarde notre corps, cette dimension détermine notre comportement. Et donc, on peut dire qu'on vit dans un monde parallèle, en quelque sorte. Notre cerveau, d'un côté, est en train de résoudre les problèmes de la vie quotidienne, de l'autre côté, est capable d'emmagasiner toute une série d'informations qui déterminent notre comportement.
Et alors là, je trouve qu'il y a une chose très importante pour les chorégraphes et pour les danseurs. Réussir à élargir la perception pour être capable de changer le mouvement. Alors, moi je dis toujours, quand je travaille avec les danseurs, par exemple dans la Biennale de Venise, etc., je dis, pour changer la forme du corps, tu ne dois pas travailler sur les mouvements visibles. Tu dois travailler sur la source, sur la perception. Donc tu dois élargir ta façon d'écouter, d'entendre, d'habiter l'espace. C'est comme une toile d'araignée. La perception comme une toile d'araignée, c'est ça la dimension prismatique dont je parle. Et alors, je trouve que c'est là le point où la technologie devient fondamentale. La possibilité de stimuler l'imaginaire du corps. Ce n'est pas seulement une idée de prothèse. Ce n'est pas ça la question. Moi, je suis un peu provocateur sur ça et je dis qu'il y a des processus de création où la technologie est présente, mais elle n'est pas forcément visible sur scène. Et je trouve que ça, c'est la façon fondamentale de travailler. Je pense à l'approche de Merce Cunningham, par exemple, qui était géniale à ces niveaux-là. Donc, l'utilisation de la technologie était faite pendant des répétitions et pas sur scène. Mais le corps est filtré par cette dimension technologique et est utilisé pour, disons, alimenter l'imaginaire du corps. Et donc, être capable vraiment de changer la façon de percevoir, changer l'imaginaire et donc changer la forme du corps. C'est la seule dimension que je trouve importante à ces niveaux-là. C'est une sorte de feedback, non? De biofeedback, de retour sur le corps qui nous donne la possibilité de étendre notre potentialité de geste et donc de le changer, de renouveler l'espace. Je suis toujours d'accord avec Armando Menicaci quand il parle de la possibilité de renouveler l'espace à partir de cette façon de renouveler la perception. Donc une perception nouvelle donne forme à une imaginaire nouvelle qui organise l'espace de façon inédite. Et donc ça devient fondamental. Je coupe un exemple que je voudrais vous montrer, mais j'arrive sur une autre qui est un peu une sorte d'hommage à une des partenaires, c'est Isabelle Van Griend, c'est Corps secret. Mais je trouve que c'est important son travail parce qu'elle détourne un peu la question de la technologie, elle la posante sur la dimension sonore et pas sur la dimension visible. Alors je trouve que c'est intéressant cet investissement sur les sons et sur la capacité d'être sensible à une feedback qui vient du geste et qui produit des sons et qui nous permet de modifier encore une fois notre perception. Alors là, sur la question du son, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais je ne retiens deux qui sont essentielles. La dimension de la puissance et la capacité que le son a d'interagir sur le corps. On sait qu'on peut entendre des fréquences audibles entre les 20 et les 200 Hz, mais ça veut dire qu'il existe aussi des sonorités qui sont au-delà de cette dimension-là, et même s'ils ne sont pas audibles, ils déterminent notre comportement. Les fréquences qui sont graves, ou les fréquences audibles, nous permettent d'avoir des relations directes sur le corps, et de nous faire changer notre orientation, notre façon de s'orienter par rapport au corps. Donc je trouve que ça, réfléchir sur la dimension sonore, c'est une dimension essentielle. L'autre question qui est fondamentale, et donc là, il y a une notion fondamentale pour l'écologue, la dimension de l'incorporation. Et donc c'est une façon d'incorporer la technologie et de faire si qu'elle agit sur l'imaginaire, même si elle n'est pas présente, visible, manifeste, etc. La deuxième question qui concerne le son est encore une fois un mot, pour moi très important, qui est acousma, et c'est la dimension acousmatique. Et ça c'est très important parce que j'aime bien ça, parce que j'ai une liaison très forte avec une dimension philosophique présocratique et donc pythagoricienne à ces niveaux-là, qui vient nous dire comment la dimension acousmatique concerne la possibilité d'organiser l'espace à travers le son.
Donc, si on doit dire ou expliquer le mot acousmatique, on doit dire qu'il y a des sonorités qu'on entend, mais on n'est pas capable de dire exactement d'où il provient. Donc c'est un environnement. On est immergé dans un environnement sonore qui nous permet de porter notre attention sur la fonte sonore qui tourne. Et là, le mot acousmatique, c'est un mot qui est directement tiré par la pratique de Pythagore donner des cours. Il avait dans un espace qui était ouvert au centre, et là il y avait des étudiants, et il s'est promené en tour, caché à la voix des étudiants. Et donc sa voix bouge, et l'attention des étudiants doit bouger avec les sons. Et donc l'attention, la perception s'élargit, devient plus large, plus étendue. Et donc les informations arrivent mieux. Et alors, cette question de l'intervention, par exemple, de la technologie sonore sur les corps, Isabelle Van Griend va l'utiliser dans une performance. C'est vrai qu'elle est une partie de la recherche, création d'Isabelle Van Griend depuis longtemps. Mais je voudrais vous montrer juste un petit extrait d'un spectacle, d'une performance qui s'appelle Le Geste, et qui va travailler sur cet retour sonore du geste du corps. Donc, en partant de cette question de la perception, je peux dire que la technologie n'est pas une moyenne, mais elle a un environnement, elle pose donc des conditions, elle permet la manifestation des choses. Deuxièmement, cette capacité de la technologie de revenir sur les corps, en modifiant la plasticité neuronale, donc la capacité d'organiser le mouvement, organiser les gestes, et donc faire émerger des corporités nouvelles, des corporités inédites. Donc on est en train de dédier une autre réflexion à ça. Troisièmement, elle n'est pas forcément visible. Et quatrièmement, je voudrais dire qu'il y a une sorte de sonde, de sismographe, qui permet de donner une forme visible et audible à des processus qui ne sont pas encore manifestes. Et donc, elle va produire des réalités émergentes. À ce niveau-là, je voudrais vous présenter un petit extrait d'un travail de Shiro Takatani, qui est une metteur en scène japonaise, et qui travaille beaucoup avec Ryuichi Sakamoto sur la relation entre la technologie et la dimension du réel. Mais là, pour moi, devient fondamentale aussi cette question du réel, parce que le réel, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est la dimension visible du réel, et le réel, c'est quelque chose qui se présente sur des degrés différents. Mais certains degrés ne sont pas perceptibles. Il peut le devenir à travers la technologie. Et je trouve que le travail de Shiro Takatani va exactement jouer sur cette dimension de la technologie. Oui, je vous montre cet extrait parce que c'est le trailer d'un film qu'on est en train de réaliser avec Shiro Takatani et Sakamoto sur le processus de travail. Et donc, je voudrais vous donner cette petite... avant-première. Oui, avant-première d'un film qui sortira en décembre 2018. Et donc, on est prêt à le réaliser en production française et japonaise. Et le réalisateur est Giulio Boato, et moi je suis le scénariste avec Giulio Boato de ce travail. Je vous donnerai la possibilité de voir ça avant. La seule chose que je veux dire pour conclure, c'est une relation que cet aspect lié à la perception est lié à la technologie avec le principe de nature. Parce que je trouve que c'est important le relier à ça. Et dire que la technologie nous permet d'agir dans une façon latente, en quelque sorte, non? Quelque chose qui est souterrain, qui n'est pas exactement localisable, qui n'est pas exactement visible, mais nous permet d'avoir de manifestations qui deviennent visibles. Et alors, la relation avec la nature, c'est encore une fois la vision de la physique ancienne,
Et donc, ce n'est pas la nature comme manifestation visible, mais c'est la dimension de la nature comme processus qui agit et qui reste invisible. Je vous cite seulement la dimension d'Héraclite, Physis cluptestai philein, qui veut dire la nature aime à se cacher. Mais la nature, ce n'est pas une forme, mais c'est le processus qui rend possible des formes. Merci.